Comme je le disais, la plupart de ces enfants vont être intolérants à la frustration, à la contradiction ou à la contrainte. Tout est insupportable. Cela déchaîne de véritables crises de larmes ou de rage pour l'enfant, durant lesquelles ils peuvent chercher à détruire, à se détruire aussi, et en fait, ils peuvent casser tout ce qui va arriver ou peut passer devant eux. Donc la relation à leur figure d'attachement ne paraît tolérable que dans le maintien de l'illusion d'un contrôle absolu, c'est-à-dire que là aussi, ce sont des enfants qui vont être tyranniques par rapport à la figure d'attachement. Là aussi, dans une idée très liée à la question traumatogène du contrôle. Ils sont très agrippés à leur objet d'attachement, à la figure d'attachement, qu'ils sollicitent en permanence d'une manière ou de l'autre, car ils ne supportent pas d'être seuls, de rester seuls, et la solitude devient un vide abyssal pour eux. Il faut bien comprendre ces enjeux-là qui font la construction même du sujet, c'est-à-dire que nous allons le voir notamment dans la prise en charge, parce que l'idée est de créer des espaces psychiques, intrapsychiques qu'ils n'ont pas. Mais là où l'enfant, en tout cas dans sa construction, doit apprendre à vivre du vide, et notamment via les objets transitionnels, le doudou qui lui permet petit à petit d'apprendre, ou des espaces transitionnels tels que Winnicott les développe, car l'enfant apprend à habiter la solitude et notamment qui lui permet aussi à inventer la créativité. Là, nous parlons de jeunes qui, dans les relations, ne peuvent pas supporter le vide, parce que cela renvoie l'insupportable de leur vécu. Donc c'est en ce sens que parfois l'éducateur, l'enseignant, le professeur au collège deviennent très vite aussi des figures d'attachement aussi, c'est-à-dire que cela va être une personne très investie sur le plan affectif, compte tenu du temps que l'enfant va passer avec cette personne-là. Donc, ce sont des personnes qui sont l'objet d'un transfert qui va être massif, et c'est assez surprenant de voir ces enfants qui vraiment peuvent avoir des postures, je le redis, d'agrippement, parce que ça peut être jusqu'à des postures physiques, où ils s'accrochent, en tout cas aux professionnels, qu'ils ont investi de manière massive dans le lien qu'ils ont co-construit avec lui. Quand on voit aujourd'hui les délinquants juvéniles qui ont été maltraités, ils disposent d'une vulnérabilité beaucoup plus grande à répéter les violences et à devenir eux-mêmes des parents qui soient délinquants et criminels. Et ça, c'est important. Et ce n'est pas une question de déterminisme, en tout cas, même il peut y avoir des enjeux génétiques. Et je tiens à dire ça parce qu'il n'y a pas la loi de la vérité, même s'il y a la part de génétique, mais c'est parce que cette normalité que j'évoquais est ancrée en eux et un autre espace ne s'est pas créé. Donc, ça va donner certains jeunes qui abusent fréquemment de la drogue, de l'alcool, pour s'identifier à travers la substance à leurs parents. Ça aussi, ce sont des loyautés inconscientes et c'est important de pouvoir les repérer parce que, je l'expliquerai en fin de propos, il y a des nuances entre la toxicomanie et la toxicophilie, qui sont des enjeux différents. La fonction même de la substance ou de la non-substance n'est pas la même et il peut y avoir des loyautés inconscientes pour faire comme le référent qu'il y avait au-dessus et ce sont des loyautés paradoxales mais qui peuvent se jouer par l'enjeu même de la substance ou de la drogue. Ou l'alcool, pardon. Ce sont des modèles d'identification qui peuvent être aussi pour lutter par rapport au manque d'estime d'eux et forcément aussi à pallier des carences affectives majeures, tant avec la famille, les camarades, l'école. Quand l'enfant arrive à l'âge pubère, le traumatisme ajouté à l'acte sexuel peut s'accroître et contribuer au fardeau déjà existant de la violence physique. Les réactions de l'enfant au trauma sexuel apparaissent souvent comme une des formes d'un syndrome de stress post-traumatique
très proche de ce qu'on observe chez les survivants de guerre, de crimes ou de catastrophes. C'est-à-dire que le traumatisme en lui-même est déjà d'une violence quand il s'agit de coups, de négligence et de carences psycho-affectives. L'impact surajouté du trauma sexuel va être ravageur et dévastateur pour le sujet. Au niveau du caractère, le jeune, donc je disais, peut être très agréable et avenant pour éviter la question même de la perte. Et donc, comme l'enfant et le bébé peut être dans l'agrippage, lui, il va être dans le contact, ce qui lui permet de, voilà, d'assurer la sécurité de la relation. Et par contre, le souci qu'il va y avoir, c'est que l'humeur peut être très variable et ça va donner notamment, comme vous vous doutez, je vous parlais de relations de dépendance en préambule, notamment dans les relations qui peuvent être amicales, mais a fortiori quand elles vont être affectives, des relations très chaotiques qui vont être de l'ordre du je t'aime moi non plus, je te jette et on se remet ensemble, avec les relations qui peuvent virer rapidement et se rompre. Et l'angoisse même de la séparation peut être que suivant le type d'attachement qui est souvent insécure, hein, je dis souvent parce que ça peut aller de l'insécure à un attachement qu'on appelle désorganisé, hein, c'est-à-dire pathologique, complètement pathologique à les figures d'attachement, ben, le jeune peut anticiper même la perte, c'est-à-dire anticiper la rupture pour éviter de se confronter à la perte. Ça peut aller comme ça dans la relation, tellement qu'il est mal en lui quand la relation peut être une menace, même si elle n'est pas, mais en tout cas lui dans sa représentation elle peut l'être. Donc le sujet va avoir une tendance impulsive avec un manque de retenue et de maîtrise du fait de tout ce que je vous ai évoqué sur la première partie, c'est-à-dire qu'il n'a pas métabolisé les espaces en tout cas de solitude, les espaces de différer l'attente, les espaces de non-frustration, et donc le relais à cette non-métabolisation devient l'impulsivité, le manque de retenue, et effectivement, dans le manque de maîtrise, le passage à l'acte. Et quand je dis passage à l'acte, il peut être certes physique, mais il peut être verbal. Rappelez-vous ce que je vous disais, ça peut être de la coprolalie, c'est-à-dire beaucoup d'insultes qui montrent aussi des archaïsmes très primaires, notamment quand le jeune est dans des registres, en tout cas sémantiques, de cet ordre-là. Et il est évident qu'à un moment, ces jeunes, la réflexion ne tempère pas l'action. C'est-à-dire qu'ils vont être dans un agir constant sans pouvoir réfléchir à ce qu'ils font. Et certains jeunes, alors je vous disais tout à l'heure, vont banaliser. Ça peut être de dire bah, je déconne ou je m'amusais. Ou alors, ils vont s'excuser chaque fois, quand ils y arrivent, bien sûr, mais dans un second temps. C'est-à-dire que c'est tout le temps l'agir qui est premier face à l'aptitude, en tout cas d'élaborer ou de penser cet agir. Donc là aussi, vous l'aurez compris, je vous l'ai expliqué, mais la souffrance dépressive et l'angoisse sont les symptômes majeurs chez ces jeunes. Et notamment, on le verra tout à l'heure, dans la fonction même des substances qu'il peut y avoir, dans les agirs qu'ils ont. Et c'est une dépression que l'on va définir comme anaclitique, car elle est très codépendante en fait à la dépendance de ces jeunes. Donc elle est très fréquente, elle revêt une forme qui est très singulière. C'est-à-dire que le syndrome de base de cette dépression elle est variable, elle est d'intensité faible et souvent, là aussi, beaucoup de praticiens peuvent passer à côté, mais elle peut être aussi très prononcée. Et là aussi, il va falloir dissocier le mal-être adolescent de l'ado qui est mal dans sa peau parce que ça répond aussi au mal-être de l'adolescence. À cette dépressivité avec des idéations suicidaires et des passages à l'acte des jeunes tels que je vous les présente aujourd'hui. Il faut vraiment faire du différentiel entre ce qu'on appelle l'adolescence classique et l'adolescence qui montre des traits déjà pathologiques. Donc, face à toute cette clinique, on aborde notre dernière partie qui va être tout ce qui va être de l'ordre de la réflexion psychothérapique autour de ces jeunes. Là aussi, quand on voit la complexité,
la précocité, ce sont, je vous le dirai en conclusion, mais ce sont des jeunes qui nous demandent d'inventer et de créer aussi et de co-créer. Je pense souvent, en tout cas quand j'avais travaillé le psychotrauma, dans mes travaux de thèse, je pense souvent à Ferenczi qui s'était décalé à l'époque et qui avait créé un cadre thérapeutique très spécifique par rapport à la question même du psychotrauma et qui nous demande en tout cas de repenser le cadre psychothérapeutique. Eh ben, ces jeunes, on en est là. Et c'est aussi ce que je trouve formidable dans nos métiers, c'est qu'aujourd'hui, dans la modernité que nous traversons et dans la sémiologie clinique qui arrive et qui est nouvelle de ces jeunes, hein, alors quand je dis nouvelle, elle existait, rappelez-vous, hein, dans les années 80, mais c'est la densité en elle-même qui est beaucoup plus importante. Elle nous demande d'avoir une réflexion, une créativité face à ces jeunes. Donc, en effet, ils vont démontrer que de par leurs agirs et ce qu'ils ont, les figures d'attachement n'ont jamais pris le temps, en tout cas, quand on dit figures d'attachement, ce sont les parents ou les substituts parentaux, n'ont jamais pris le temps, en fait, de jouer avec eux. La question même du jeu, en tout cas de l'interaction dans le jeu, n'est pas connue. Ils ont l'activité créative qui est sans excitation excessive, avec des espaces transitionnels, tels que je vous le disais, qui ont été minimisés, voire inexistants. Sauf que, comme je vous l'ai expliqué, cette expérience est essentielle, que ce soit la question même du jeu, de l'espace transitionnel, la question même des doudous, hein, qui permettent là aussi de créer l'objet transitionnel, qui permet là aussi de créer progressivement chez l'enfant, en tout cas des espaces où il métabolise non pas la perte, mais qu'il est aimé pour ce qu'il est, même quand le parent n'est pas là, ou la figure d'attachement n'est pas là. Les espaces transitionnels, ce sont des espaces de créativité. Ces expériences sensorielles, ces enfants-là ne les ont pas vécues et elle est essentielle parce qu'elle permet en tout cas à l'enfant de transformer son agressivité en faisant semblant au lieu de frapper en vrai, par exemple. Et ça, c'est fondamental parce que ça permet ce qu'on appelle des espaces aussi sublimatoires, c'est-à-dire que la pulsion même d'agressivité, voire de violence, telle que je vous l'ai définie, et j'espère que vous vous rappelez la nuance entre agressivité et violence, fera qu'à un moment, l'enfant peut avoir un espace pour sublimer tout ça. Chez ces jeunes-là, pardon, ça n'est pas le cas. D'où l'idée de pouvoir aussi travailler cet espace-là et qui sera aussi d'une grande complexité. Car la plupart de ces jeunes n'ont aucune capacité de jouer avec les pensées, avec les mots. Il n'y a pas d'air transitionnel interne. Et c'est souvent que le mot égale la chose.